Merci beaucoup. Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour et bienvenue encore une fois. Nous avons le plaisir de poursuivre ces discussions que nous avons déjà entamées avec le professeur doyen Omar Djoum. Il est là avec nous et aujourd'hui nous allons parler avec lui de sciences, de technologie, mais au profit, n'est-ce pas, de l'Afrique. Ne l'oublions pas, professeur Omar Djoum, n'est-ce pas, fut le premier étudiant sénégalais diplômé en ingénierie mathématique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et on est en 1974. Aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, de technologie, mais surtout, professeur, de technologie, n'est-ce pas, pour le développement de technologie vraiment qui sert, qui puisse en tout cas servir. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Wade, bonjour. D'abord, non seulement en ingénierie mathématique, mais dans tous les domaines, je suis le premier étudiant sénégalais diplômé de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Parce que pour avoir notre bourse, je ne sais pas où sont les autres, parce qu'il y a un qui nous a quittés, que Dieu son âme, il n'y a pas longtemps, mais nous étions 4 ou 5, n'est-ce pas, convoqués directement par l'ambassade de Suisse. À l'époque, l'ambassade de Suisse se trouvait au fond de la rue Victor Hugo, n'est-ce pas? Et nous avons passé un concours. Il y avait 2 bourses et j'ai encore la lettre par laquelle moi j'ai eu ma bourse. Finalement, il n'y a qu'une seule bourse qui avait été attribuée. Donc ça c'est une précision. C'est une précision importante. Très bien, merci beaucoup. Et les détails. Alors, on va parler justement de culture artisanale, recherche et technologie. Voilà. Déjà, ce terme-là, à quoi est-ce que ça... L'acronyme, c'est carte. Quand vous prenez l'acronyme, c'est carte. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est la carte, n'est-ce pas? Tout le monde voit que la carte, on l'utilise, n'est-ce pas, partout et aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, n'est-ce pas, comme instrument, n'est-ce pas, économique, scientifique, technologique, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie numérique, n'est-ce pas? Le mot numérique, d'ailleurs, venant de numéris en latin, parce que nous avions fait la section, donc, latin et sciences exactes. N'est-ce pas? Donc, alors, à partir de l'exemple japonais, auquel j'avais réfléchi, sur lequel je suis tombé par hasard, Einstein disait d'ailleurs que le hasard c'est Dieu qui se promène incognito, dans un numéro du Courrier international, qui se trouve, que j'ai cité, que j'ai même photographié, en 2002 ou 2003, n'est-ce pas? Il y avait une exposition donc, à Tokyo sur donc, la robotique en 2003, sur la période Edo, la période où Tokyo s'appelait donc Edo, entre 1603 et 1677. C'est à partir donc de l'inspiration que leur ont donné les poupées mécaniques fabriquées par les artisans japonais. J'ai bien dit les artisans japonais, n'est-ce pas? Que la robotique a été modernisée, donc cet artisanat a été modernisé, n'est-ce pas? Et donc le Japon est devenu vraiment un géant de la robotique. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait, sur le plan pédagogique, utiliser cette approche-là parce que tout simplement, j'étais dans une structure où les enseignants étaient évalués. Parce que quand je suis arrivé en 1979 à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, un stage, donc avant d'aller à l'école supérieure interafricaine de l'électricité dont je vous ai parlé, dont la première promotion, n'est-ce pas, a débuté en 79-80, cette première promotion a terminé en 1985, n'est-ce pas, c'est bien il y a longtemps. Il y a encore... il y en a qui sont beaucoup qui sont partis à la retraite, mais il y en a qui sont encore en activité, dont 2, n'est-ce pas, un Sénégalais et un Burkinabé, n'est-ce pas, sont responsables du West African Power Pool, qui est responsable donc de l'exploitation, de la gestion, de la coordination, n'est-ce pas, donc de la maintenance des réseaux, donc d'électricité de la CEDEAO, n'est-ce pas? Et... Alors, on parlera, professeur, des enseignants, justement, et de leur système. On y reviendra. Mais là, il y a un concept que vous avez, en tout cas, évoqué tout à l'heure, avant l'émission. Il s'agit de... Vous avez parlé de robots, de robotique tremplin.
La culture tremplin, pour la distinguer de la culture alibi. C'est-à-dire la culture en fait, où on s'amuse. On s'amuse sans savoir vraiment quel est le contenu, en fait, n'est-ce pas, de cet amusement-là. Et qu'est-ce que vous voulez dire là-bas, tirer de l'exemple japonais, justement? Ce que je voulais tirer de l'exemple japonais, c'est qu'il ne faut pas confondre modernité et occidentalité. Modernité et occidentalité. L'Occident s'est modernisé à partir de ses propres racines, n'est-ce pas, sur le plan culturel. Par exemple, j'ai ici, n'est-ce pas, un numéro spécial que les Français eux-mêmes ont sorti en 2003 d'une revue qui s'appelle Nos ancêtres, vie et métier. Le premier numéro, n'est-ce pas, s'appelle le dossier Les métiers du fer. Les métiers du fer 17e, 19e siècle. Et moi, j'ai découvert avec surprise 7 métiers sous la loupe. Forgeron, serrurier ferronnier, maréchaux ferrant, coutelier, taillandier, tréfileur, cloutier. Et vous avez eu à démontrer que des Français, en tout cas, étaient forgerons au début? Absolument. Parmi les noms de famille français, n'est-ce pas, il y en a 75 000 qui sont des noms de forgerons. Et 62 000 seulement qui s'appellent Martin. Et puis il y a les autres. Et ça vient du fait que, entre le 12e et le 13e siècle, l'Église avait des problèmes, n'est-ce pas, pour donner des noms de famille aux gens. Parce que les prénoms étaient les mêmes. Alors, on a choisi, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, comme nom de famille aux enfants, les noms de famille des activités de leur famille. Et donc, les forgerons, puisqu'ils étaient nombreux, il y a eu... Et vous rappelez très bien, ça vous en êtes contemporain, ça je l'ai dit à l'Histoire générale du Sénégal, Helmut Schmidt, vous vous rappelez, le chancelier social-démocrate allemand qui portait toujours la casquette, qui a été chancelier de l'Allemagne de 1974 à 1982. Schmidt, en allemand, veut dire forgeron. Ça veut dire Schmidt, n'est-ce pas? En alsacien. Ça veut dire Smith. Smith en anglais. Blacksmith veut dire forgeron de fer noir, n'est-ce pas? Et le fossile le plus ancien qui a été retrouvé ici, au Sénégal en tout cas, dans l'île à Morphil, à Walalde, l'homme de Walalde, qui a été retrouvé par donc, le laboratoire d'archéologie, donc la faculté de lettres et sciences humaines de l'UCAD, de l'université Cheikh Anta Diop, par l'équipe du docteur Alioune Dem, n'est-ce pas? C'est un forgeron, ce n'est pas un ingénieur, parce qu'on l'a retrouvé, n'est-ce pas, avec une lance, n'est-ce pas, une lance. On l'a retrouvé avec une lance, avec donc des extrémités de fer. Il a bien fallu donc qu'il fasse fondre le fer et qu'il fabrique cette lance-là pour pouvoir chasser, pour pouvoir survivre. Le docteur Alioune Dem, qui est d'ailleurs, que je salue d'ailleurs au passage, qui a d'ailleurs été l'étudiant du docteur, du professeur, tous les deux sont professeurs, n'est-ce pas, Hamadi Bokoum, qui est l'avant-dernier directeur du musée des civilisations noires. Mais ils ont complété leur formation, tous les deux, en archéologie, n'est-ce pas? Donc je dirais en archéologie littéraire, historique, et je reviendrai à l'histoire, par une formation technique de docteur Bokoum que j'ai retrouvé donc tout à fait en lisant par une note de bas de page dans un livre d'un autre de ses collègues. Il était à Houston, au Texas, à l'époque, après avoir fait l'université technique de Compiègne. Et le docteur donc Alioune Dem, je montre la notion de dérivée, où j'explique, donc j'illustre le fait que le concept de dérivée, si on ne le comprend pas, on ne peut pas comprendre qu'on parle. En fait, en parlant de dérivée, tout simplement en mathématiques, si on ne le comprend pas, si celui qui l'enseigne ne le comprend pas, quel que soit le diplôme qu'il a, il ne peut pas comprendre qu'il s'agit de la même chose que du débit d'un fleuve en mécanique des fluides.
Et à ce niveau, vous vouliez il quand ne peut même... pas comprendre qu'il s'agit du débit, n'est-ce pas, d'un réseau de télécommunications. Le nombre de bits qui arrivent, n'est-ce pas, par unité de temps, n'est-ce pas? Vous faites comprendre que ce ne sont pas donc des choses abstraites comme ça, mais ça explique des situations réelles. Ce sont des... Voilà, c'est ça. Et ensuite, mieux que ça, vous vous rappelez, quand on vous a enseigné la poulie avec la transmission de mouvement, la poulie, on a dessiné une poulie au tableau. Alors qu'en fait, Ibn Battuta, dont j'ai le livre, Voyage au Soudan, quand il a rendu visite au Mansa Suleiman en 1352, il a trouvé un tisserand dans un baobab, en train de, avec un métier à tisser, n'est-ce pas, de travailler. Donc la notion de poulie. Donc une poulie, il connaissait déjà la poulie, on connaissait déjà la poulie, et puis on savait fabriquer des tissus. Et ensuite, j'ai retrouvé Dr Gaspard Théodore Molien en 1818, quand il est passé au Fouta, n'est-ce pas, a confirmé que la mousseline que fabriquaient les tisserands de cette époque-là était de même qualité que la mousseline, n'est-ce pas, qui était fabriquée en France, parce qu'en France aussi, il y avait un tisserand avec un seul ouvrier. C'est en 1834 qu'un certain Jacquard a inventé, n'est-ce pas, un métier à tisser avec plusieurs ouvriers. Donc, au XIVe siècle, nous étions au même niveau de développement, n'est-ce pas, que l'Europe. Mais qu'est-ce qui a fait que sur le plan des innovations technologiques, justement, ils nous ont devancés? Parce que nous, on avait une conception où, quand quelqu'un, n'est-ce pas, on a une conception initiatique et secrète, quand quelqu'un savait quelque chose, savoir, il le garde pour lui-même. Il le garde pour lui-même. Quelquefois, il ne le donne même pas à son fils, il ne le donne même pas à son neveu, quelquefois il meurt avec. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Un vieillard initié. Initié. Et on a tronqué la phrase. C'est en Afrique quand un vieillard initié. Parce que Cheikh Anta Diop, la première chose contre laquelle il s'est élevé, c'est de dire un vieillard initié. Il a dit non, tous les vieillards ne sont pas initiés. Quand un vieillard initié meurt, n'est-ce pas, c'est une bibliothèque qui brûle. Pour en revenir, donc, le problème à ce niveau, c'était qu'on n'a pas eu cette culture de partage. Juste compléter. Allez-y. Je vais juste compléter. L'imprimerie. Celui qui a inventé l'imprimerie, c'était un apprenti orfèvre allemand qui s'appelle Johannes Gutenberg, né à Mayence en 1400. C'est en 1453, l'année où les Turcs ont pris Constantinople. Alors on nous apprend Gutenberg, mais on ne dit pas que c'était un apprenti orfèvre. C'était un apprenti orfèvre, Gutenberg. Oui, c'était un apprenti orfèvre. Orfèvre d'ailleurs vient du latin aurifaber. Aurifaber. Aurifaber qui veut dire en latin donc ouvrier donc de l'or. Faber veut dire ouvrier de l'or. C'est d'ailleurs le nom de Faber a donné le nom de Fabre et le nom de Fabre en français. Et Gutenberg, c'est en 1453. Après, donc, en Occident, les gens ont donc, n'est-ce pas, répandu cette connaissance-là. Alors que les Turcs ont pris 2 siècles de retard. Les Arabes, je ne sais pas combien de siècles de retard sur l'Occident, alors qu'en fait, les Arabes étaient en avance sur l'Occident dans beaucoup de choses. Alors, pour en revenir à la formation maintenant, pour la technologie en tout cas, les sciences, qu'est-ce qui fait défaut? Le problème, c'est un problème de pédagogie. C'est un problème de pédagogie. Il faut que lorsque on explique, qu'on explique avec la volonté que la personne qui vous écoute comprenne. Il faut comprendre qu'il y a 9 formes d'intelligence. 9 formes que vous avez eu à démontrer. Dans la vidéo. Et ça, c'est pas moi. C'est le professeur Antonio Damasio de l'université d'Iowa à Des Moines. N'est-ce pas? Le professeur Antonio Damasio. Mais Samba Diabaré Samba, quand il jouait de la guitare, est-ce qu'il avait appris le solfège? Est-ce que ce n'est pas une forme d'intelligence? Bien sûr. La feinte de corps étant, vous jouez au football. Vous savez la différence, très bien la différence, entre le dribble et puis la feinte de corps. La feinte de corps, moi je m'en rappelle, comme joueur de handball, n'est-ce pas? C'est un algorithme qu'on conçoit à une vitesse absolument phénoménale
pour embarquer l'adversaire, pour lui faire croire qu'on va passer d'un côté. Alors que... N'est-ce pas? Et puis on change de côté. En 1970, peut-être que vous n'étiez pas né, mais lors de la Coupe du Monde 70, Pelé, qui est le plus grand joueur de tous les temps, ça a été, donc, au XXe siècle en tout cas. C'est le plus grand joueur du XXe siècle. Parce qu'en 1994, il y a un jury, donc, de tous les journalistes, n'est-ce pas, de World of Soccer, qui lui ont remis la feinte qu'il a faite contre l'Uruguay en demi-finale, contre le gardien uruguayen Mazurkiewicz. Quand la balle venait, Mazurkiewicz a plongé. Il a fait semblant de suivre la balle du côté gauche. Mazurkiewicz est parti du côté gauche. Il l'a contourné. Et puis, non mieux que ça, il a dessiné pour le journaliste français qui s'appelle Gérard Ernaud. Donc l'algorithme qu'il a utilisé. Donc s'il avait eu la chance de faire des études, aurait été donc un grand algorithmicien. Donc il y a plusieurs formes d'intelligence. Voilà. Seul un enseignant qui est pédagogiquement nul, n'est-ce pas, peut dire à un élève ou à un étudiant qu'il est nul. D'ailleurs, Albert Einstein a échoué pour la première fois au concours d'entrée à l'école polytechnique fédérale de Zurich en 1897. C'est sa compagne Mileva Maric, qui était serbe, qui avait réussi le concours d'entrée. Et Einstein, quand il était donc au lycée, moi j'ai beaucoup de choses sur sa vie, beaucoup de livres sur sa vie, n'est-ce pas? C'est Einstein qui disait que l'imagination est plus importante que le savoir. Et il disait, lui, Einstein, qu'il pensait par image. Et c'est lui qui a donc trouvé la fameuse formule que tout le monde connaît, qui relie donc l'énergie, la masse et le carré de la vitesse de la lumière, et qui a donné la bombe atomique. Et c'est lui qui a eu le prix Nobel en 1921 pour ses découvertes en électromagnétisme. En 1921. Donc, ce qui importe, c'est la créativité, c'est l'intelligence. Ce n'est pas le fait de réciter. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop le disait, il disait « Jang tarifate baaxul, jang mokal sak mo baax ». Sak, ça veut dire quoi? Sak, ça veut dire créer. Ok, jang mokal sak, genre, ok. Oui. Et d'ailleurs, Louis Moreau de Chambonneau, de la Compagnie du Sénégal, au XVIIe siècle, il a donné une appréciation sur les pirogues qu'utilisaient les piroguiers sénégalais, donc, qui remontaient le fleuve Sénégal sur 200 lieues, c'est-à-dire une lieue c'était 4 km. C'était une ancienne unité de mesure de distance. Sur 800 km, n'est-ce pas, avec des grains, n'est-ce pas, avec je ne sais pas combien de tonnes, qui remontaient donc peut-être depuis tout en bas du fleuve Sénégal jusqu'à Saint-Louis. Il disait que ces pirogues-là étaient aussi performantes sur le plan technologique que les pirogues qui étaient fabriquées en France à l'époque, au XVIIIe siècle. Pourquoi nous n'avons-nous pas développé une marine marchande? Pourquoi n'avons-nous pas développé ça? Alors que le Japon, lui, avec l'empereur Mutsuhito, en 1868, à partir, n'est-ce pas, à partir des acquis qu'il y avait déjà, et puis donc de ce qu'il y avait au Japon, en 1868, il est monté sur le trône. En 1905, le Japon a écrasé la Russie dans le détroit de Tsushima, entre le Japon et la Corée du Sud, lors de la bataille de Tsushima en 1905. Alors, et à ce niveau, quand vous avez peut-être un message pour finir cette partie, à l'endroit de ceux qui enseignent la technologie, les mathématiques, les sciences,
Je vais vous dire une chose. J'ai entendu ici quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Ah bon? Ah oui, en 2012, ça vous vous en souvenez, on a lancé un acronyme STEAM, Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques. Oui. Eh bien, cet acronyme-là, la première fois qu'il est sorti, qu'on l'a mentionné, c'est dans un article. En 2003 que ce projet a été donc mentionné. Et le mot lui-même ne veut rien dire aussi bien en anglais qu'en français. Ouais, qu'en français. L'acronyme. C'est en 2003, dans un article donc, qui était copublié par un de mes collègues qui est mondialement connu, qui est originaire du Niger, qui est mondialement connu comme chercheur dans le domaine du téléenseignement, de l'enseignement à distance. Donc, vous comprenez. Et j'avais été un des co-auteurs de cet article-là. Et je peux exhiber l'article devant n'importe qui. En 2003. En 2003. Donc presque 10 ans avant 2012. Voilà. Et à ce niveau, il n'y a pas eu d'acte, en tout cas, pour reconnaître que, oui, peut-être l'idée de départ, ça venait de vous, ou en tout cas, l'acronyme... Non, ça n'a pas d'importance. L'essentiel. Mais quelle forme aviez-vous donné, en tout cas, à l'idée au tout début? Non, c'est bien après que j'ai vu ça. C'est bien après. C'est bien après que j'ai vu ça. C'est longtemps après que j'ai vu ça. Que je me suis rendu compte, parce que cet article, on l'avait publié en 2003. Oui, ça date. C'est bien après, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est que moi, c'est ce que j'ai appris moi, quand je suis arrivé en stage, avant d'aller à l'École supérieure interafricaine de l'électricité, n'est-ce pas? L'École polytechnique fédérale de Lausanne venait de créer une chaire de pédagogie et didactique. Une chaire de pédagogie et didactique. Cette chaire était dirigée par le professeur Marcel Goldschmidt et son adjoint Jan Rozmouski, qui est venu ici d'ailleurs en 1985 à l'école polytechnique de Thiès en mission. Et c'est grâce à Rozmouski d'ailleurs que j'ai connu l'existence du lac Rose. Je ne savais même pas que le lac Rose existait. Et quand je suis arrivé ici à l'école polytechnique de Thiès, les seuls qui ont été à l'aise à l'époque, parce que l'école polytechnique de Thiès fonctionnait selon le système canadien, où les enseignants étaient évalués. C'est un collègue, n'est-ce pas, qui a été tout de suite à l'aise avec les étudiants. C'est un collègue qui a étudié en Allemagne. Et moi-même, nous avons toujours été évalués. Justement, pour finir, vous insistez sur le fait que les enseignants doivent être évalués. Ensuite, lorsque on dit qu'on enseigne quelque chose, mais il faut ce qu'on appelle, ce que les Suisses appellent un guide d'apprentissage, ce que les Français, les Canadiens francophones appellent un plan de cours, Donc il faut dire quel est l'objectif général de ce qu'on enseigne, le définir en quelques mots. Et puis ensuite dire quels sont les objectifs spécifiques. C'est-à-dire à la fin de ce cours, l'étudiant devra être capable de, et puis énumérer. Pour après pouvoir mesurer les résultats. À la fin, n'est-ce pas, dire voici l'évaluation, les étudiants seront évalués de telle ou telle façon. N'est-ce pas? 30% pour des travaux individuels, 20% pour des travaux collectifs, etc., etc. Et puis après ça, après tout ça, maintenant, à la fin du cours, les étudiants, on leur donne des bulletins, des fiches anonymes, n'est-ce pas? Avec des questions anonymes sur est-ce que vous comprenez ce que le professeur vous a expliqué dans tel ou tel domaine, qu'est-ce qu'il doit améliorer dans sa manière d'enseigner, champ pour l'évaluation, etc. Et tout ça. Et puis ça, il y a un service de
pédagogie, n'est-ce pas, dans cette institution-là. Voilà. Ça, quand même, ça peut servir à beaucoup d'écoles. Bon, on va passer, professeur, on reviendra pour évoquer toujours sur le même sujet, mais d'autres angles. C'était vraiment un plaisir, merci beaucoup. Merci, merci. Merci également à vous, amis téléspectateurs. On vous donne rendez-vous sous peu pour parler encore de sciences, de technologie avec le professeur Oumar Dioum. À très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique.